Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo qui va parler de soins palliatifs. Mon nom est Louise Lafontaine, je suis médecin, ça fait 40 ans déjà et c'est doucement comme ça que je me suis approchée de l'Association québécoise de soins palliatifs. Aujourd'hui, j'en suis la présidente, j'en suis fière, j'en suis honorée. L'Association québécoise de soins palliatifs compte environ 600-700 membres et c'est une association qui regroupe des bénévoles, des professionnels de tout acabit, médecins, travailleurs sociaux, infirmières, psychologues, intervenants spirituels. L'association a pour mission de faire connaître les soins palliatifs, informer la population, former les professionnels et les bénévoles. Elle s'est donnée comme mission de faire connaître et de faire parler, laisser une place dans l'espace public sur la réalité de la mort, mais aussi sur la réalité des soins palliatifs. Et je ne serai pas seule pendant cette période. Je serai avec Yaël. Bonjour Yaël. Bonjour Louise. Alors, je suis la directrice générale de la Fondation Palliami, dont la mission est d'offrir un milieu de vie chaleureux, digne et plein de compassion pour la personne en fin de vie et à ses proches au sein de l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Je suis aussi administratrice sur le conseil d'administration de la QSP depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, dans ce vidéo, ce que nous souhaitons vous présenter à travers des questions que tout le monde se pose à un moment donné ou à un autre de notre vie, c'est de vous présenter ce que sont les soins palliatifs, ce que ça représente, ce que ça peut offrir. Ça passe à travers quelle personne, quelle équipe. Alors, dès maintenant, nous allons vous inviter à être attentifs aux questions que certaines personnes d'entre vous posez par l'intermédiaire d'un petit clip que l'on va écouter tous ensemble. On a appris récemment que mon père a un cancer généralisé. Comme présentement, il vit dans une résidence pour personnes âgées et qui est seul, mes frères et sœurs sont à l'extérieur, donc c'est moi qui est devenue son aidante naturelle. Son médecin nous a parlé de soins palliatifs, mais très brièvement. Je voudrais en savoir un peu plus. Je ne veux pas attendre que sa condition se détériore avant d'avoir des réponses parce que je veux être capable de l'aider à prendre les bonnes décisions quand le moment va être venu. J'aimerais ça savoir en quoi ça consiste exactement, les soins palliatifs. Alors, ce sont là des réalités que plusieurs d'entre nous ont vécues ou vivront. Qu'est-ce que sont les soins palliatifs? Beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Je me souviens, il y a quelques années, d'une patiente qui est arrivée des soins intensifs à la maison de soins palliatifs où je travaillais et qui aimait beaucoup jaser avec nous. Nous avons, à ce moment-là, décidé de faire un petit vidéo très amateur et je lui demande, lorsqu'elle arrive, ce qu'elle pense des soins palliatifs. Je vous invite à écouter cette petite réponse. Connaissiez votre condition médicale à ce moment-là? Vous étiez aux soins intensifs? J'étais aux soins intensifs, mais je ne pensais pas que j'étais au palliatif. OK. Ça voulait dire quoi pour vous quand on vous a parlé palliatif? Le palliatif, c'est la même signification que tout le monde pense, c'est-à-dire fin de vie. Ça, on va mourir. On va mourir. Donc, quand ils sont allés vous voir, vous avez dit, bon, ça doit être parce que je suis à la veille de mourir. Mais moi, personnellement, je n'ai pas pensé ça. Non? Vous avez pensé quoi, personnellement? Je pense à rien. Non, je n'ai pas pensé à ça, moi. Vous avez bien remarqué que cette dame est pleine de vie. Elle est dans une maison de soins palliatifs. Pour faire une histoire courte, je vais tout de suite vous dire, elle est retournée chez elle. Et pourtant, elle venait des soins intensifs où on pensait qu'elle allait mourir. Alors, je vous explique rapidement ce que sont les soins palliatifs. Nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs de ces points en cours de vidéo. Des soins palliatifs ou les services de soins palliatifs, ce sont d'abord des soins. Prendre soin de quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un, ce n'est pas
prendre soin d'une maladie. Alors nous, en soins palliatifs, on considère la personne dans son entièreté. On prend soin des douleurs qui sont évidentes sur le corps, dans le corps, mais on prend soin aussi de toutes les souffrances qui sont invisibles à nos yeux. C'est une approche aussi qui prend soin des gens autour. J'ai l'habitude de dire, si vous ne prenez pas soin des gens autour du lit, autant que la personne dans le lit, vous n'atteindrez pas le confort. Et mon autre point principal, les soins palliatifs, le seul objectif qu'ils ont, ce sont de donner du confort. Du confort là où les personnes sont rendues dans leur processus de vie. Et je ne dis pas le processus de mort, parce que les gens sont en vie à 100% jusqu'à la fin. On s'adresse à toute personne qui a reçu un diagnostic de maladie qu'on ne peut plus guérir. On appelle ça des maladies incurables. Mais dès que nous savons qu'une maladie ne peut plus être guérie et qu'elle est grave, nous pouvons débuter des services de soins palliatifs. Alors, vous comprenez que des soins palliatifs, c'est une chose. Des soins palliatifs de fin de vie, quand on est sur le point de mourir, c'est une autre chose. Mais ce sont quand même des soins palliatifs. Alors, on s'adresse à tout le monde, peu importe l'âge, lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, peu importe le milieu où vous êtes. Et l'objectif premier, essentiel, qu'on doit toujours garder en tête, c'est viser le confort, avec le respect de ce que les gens souhaitent. Toujours dans le respect des valeurs des gens et de leurs proches. Toujours des soins qui sont personnalisés aux gens. Voilà. Alors bonjour, je suis Nicole. J'ai ma meilleure amie qui est actuellement en CHSLD. Elle ne mange plus, elle dort toute la journée. Je suis très inquiète. Est-ce qu'on va pouvoir lui donner les soins requis pour la maladie d'Alzheimer? Je suis sa répondante, elle n'a pas d'enfant. Je la visite tous les jours, mais je suis très inquiète. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Alors sachez qu'il y aura un milieu de soins palliatifs pour vous et votre ami adapté à chaque maladie. Évidemment, certains milieux ont des critères d'admission particuliers, notamment, par exemple, en ce qui concerne le pronostic vital du patient. Les soins palliatifs s'adressent aux patients atteints de cancer, de maladies cardiaques, maladies pulmonaires, neurodégénératives ou toute forme de maladie incurable. Évidemment, les soins s'adressent aux patients, mais aussi à la famille, qui occupe une place très, très importante au sein de l'équipe des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont aussi offerts pour tout âge, de la petite enfance à l'âge adulte. Pour la petite enfance, on parle de soins palliatifs pédiatriques, puisque les soins doivent être adaptés à l'âge, la taille de l'enfant, ses conditions de santé, mais aussi son développement spirituel et affectif. Ma sœur est présentement en traitement de dialyse et elle pense arrêter tout ça. Par contre, avant de prendre sa décision, elle se demandait à quel moment elle pourrait faire sa demande pour les soins palliatifs. Elle a tellement peur de souffrir, c'est sa plus grande crainte. Donc, est-ce qu'elle peut bénéficier de ce soutien-là des soins avant l'arrêt de ses traitements? Nous avons souvent la question, quand est-ce que c'est le temps de débuter les soins palliatifs, comme vous venez d'entendre? C'est intéressant dans l'histoire qu'on a entendue concernant la dame en dialyse. Quand on a une maladie et d'insuffisance rénale qui nécessite une dialyse, on est dans une maladie avancée. On est dans une maladie grave. On sait que cette personne-là questionne le fait d'arrêter ou de ne pas arrêter sa dialyse. Mais moi, ce que je constate souvent dans la réalité, c'est que les gens attendent souvent beaucoup trop tard, confondant ce que je disais précédemment, des soins palliatifs dès le début d'un diagnostic de maladie incurable, grave, et
la fin de vie, de telle sorte que tout le travail que l'équipe de soins palliatifs peut faire, offrir pour le confort psychologique, social, le soutien spirituel, tout ça est limité lorsqu'on accueille des gens en toute fin de vie. Dans l'histoire que vous venez d'entendre, la fille, la proche aidante, a besoin peut-être de se sentir soutenue, même si la dame est encore en dialyse. Elle aura probablement besoin de sentir qu'une équipe se préoccupe de son inconfort et voit à améliorer cette situation-là. C'est le rôle des équipes de soins palliatifs. Alors, il faut demander le service de soins palliatifs beaucoup plus précocement qu'on l'entend habituellement. Donc, dès qu'on a un diagnostic de maladie qui est grave, on peut faire affaire avec les équipes de soins palliatifs. Dans le cas qui nous a été présenté, d'entrée de jeu, on peut faire la demande, c'est le moment, même si la personne n'a pas arrêté son traitement de dialyse. Informez-vous, c'est le moment. Et l'Organisation mondiale de la santé le répète souvent, c'est préférable d'être plus précoce dans l'approche palliative que trop tard, parce que malheureusement, on vient d'échapper beaucoup de confort pour la personne malade et ses proches. J'ai des amis dernièrement qui m'ont parlé des soins palliatifs, mais très vaguement. Je me suis posé des questions puis je me suis dit, hey, ça serait peut-être intéressant d'en savoir plus. Alors, j'aimerais en savoir davantage sur les endroits où il y a des soins palliatifs. Puis, à la fin de ma vie, j'aimerais mourir à la maison. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est accessible? Alors, qui pourrait me donner toutes les réponses à mes questions sur quelles sont les possibilités pour les soins palliatifs et qu'est-ce qui en découle? Vous pouvez recevoir des soins palliatifs dans toutes les régions du Québec, que ce soit à la maison, à l'hôpital, en CHSLD, en centre de jour, en résidence intermédiaire ou résidence pour aînés. Chaque milieu de soins aura des conditions d'admission différentes. Alors, je vous invite à toujours contacter les services d'admission qui pourront répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également contacter le CLSC de votre région qui pourra vous donner tous les renseignements sur les services disponibles à côté de chez vous. Je vous invite aussi à consulter sur le site web de la QSP le bulletin des maisons de soins palliatifs qui sont répertoriées par région. Yael, ça fait beaucoup d'endroits partout au Québec où on peut recevoir des soins palliatifs. Et ça, je pense que déjà, c'est quelque chose d'intéressant pour la plupart d'entre nous. Les soins palliatifs sont traditionnellement, je devrais dire, pensés dans les établissements, les hôpitaux ou les maisons de soins palliatifs. Alors que notre population a besoin beaucoup et demande beaucoup de maintien à domicile, de demeurer à domicile. Tu as parlé des centres de jour. Est-ce que tous ces services-là sont également présents dans toutes les régions? Je sais que toutes les régions ont des soins palliatifs, mais est-ce que c'est également réparti partout au Québec? Malheureusement, non. Par exemple, si on prend l'exemple des centres de jour, il n'y en a pas dans toutes les régions du Québec. C'est pourquoi il est vraiment important que les gens contactent les CLSC de leur région, qui vont pouvoir les diriger au mieux selon leurs besoins. Alors, moi, j'ai ma marraine qui m'a toujours considérée comme sa fille, qui a eu un diagnostic de cancer incurable il y a 2 ans. Depuis ce temps, mon parrain est décédé. Fait que j'ai demandé à ma marraine si elle voulait venir demeurer avec moi pour que j'en prenne soin. Alors, elle a accepté. Mais depuis peu, elle a rencontré son médecin puis il lui a dit que, vu qu'elle n'a plus de chimio, peut-être qu'on pourrait commencer à chercher vers les soins palliatifs. Présentement, il n'y a même pas d'infirmières qui viennent à la maison. Je ne sais pas comment commencer les démarches, ni quelle serait la meilleure démarche. Je ne sais pas si c'est qui fait la demande, puis j'aimerais vraiment ça, être outillée pour pouvoir qu'on fasse le meilleur choix pour elle, pour sa fin de vie. Alors, je me tourne vers vous pour que vous puissiez me donner une piste à suivre. Alors, dans l'histoire qu'on vient d'entendre, on se pose la question sur le comment. Comment ça se passe quand on a besoin de soins palliatifs?
Alors là-dedans, il y a deux questions. Il y a le qui fait la demande, en fait, puis comment ça se passe une fois que la demande est faite. Dans l'histoire qu'on a entendue, il y a de la chimiothérapie qui est arrêtée déjà depuis quelque temps et un cancer incurable diagnostiqué depuis 2 ans. D'entrée de jeu, j'aurais le goût de vous redire qu'on est déjà tard pour faire la demande de soins palliatifs. Mais on commence, on fait la demande. Qui fait la demande? Il faut savoir que plusieurs personnes peuvent faire une demande en soins palliatifs. La personne qui est malade et les proches, la famille peuvent demander des soins palliatifs. Le médecin traitant peut demander des soins palliatifs à l'équipe de soins palliatifs. L'infirmière visiteuse, l'infirmière pivot, le travailleur social. En fait, la demande peut provenir de plusieurs personnes. Quand on parle de demande, on parle d'une demande adressée au service de soins palliatifs. Ça peut varier d'un endroit à l'autre. Encore là, je vous invite à vous contacter ou à en discuter avec votre médecin ou à contacter votre CLSC. Une chose que j'ai remarquée dans ma pratique, c'est qu'une fois que la demande est faite, souvent, il y a des réticences. Il peut y en avoir. Des réticences parce qu'on craint encore la confusion entre les soins palliatifs et les soins palliatifs de fin de vie. Donc, si ça rentre chez moi, ça veut dire que j'en ai plus pour longtemps, alors qu'on a bien vu que ce n'est pas le cas. J'ai accompagné des gens, moi, à domicile, atteints de cancer du pancréas pendant quelques années. Et bien malin étaient les personnes qui pouvaient deviner qu'ils étaient atteints de cancer du pancréas parce qu'ils faisaient leurs activités normalement avec une bonne médication et des bons ajustements de soins personnalisés. Cela dit, également dans les maisons, comme les soins palliatifs sont offerts par une équipe de différents intervenants, des infirmières, médecins, travailleurs sociaux, etc., massothérapeutes, souvent les gens ont peur d'un envahissement. Ils ont peur d'être envahis par une troupe qui va arriver tout d'un coup, une fois que la demande est faite, venir envahir le milieu familial, la maison ou la chambre ou qu'importe où sont les gens. Alors, il ne faut pas hésiter ou craindre cet envahissement. Les soins vont être offerts selon les besoins et selon les souhaits des personnes atteintes et de leurs proches. Et progressivement, lorsque la maladie évolue, lorsque les besoins changent, vous voyez apparaître des personnes dans l'équipe qui sont compétentes pour répondre à l'inconfort que vous vivez, pour viser toujours ce confort global. J'ai déjà mon oncologue qui me suit depuis maintenant 2 ans. Régulièrement également, je vois mon médecin de famille. Alors, globalement, je considère que d'un point de vue médical, je suis quand même assez bien entouré. Récemment, toutefois, un ami m'a parlé d'un groupe d'accompagnement en soins palliatifs qui pourrait ajouter encore aux services qui me seraient offerts. Alors, je me pose la question, en quoi l'addition de cet accompagnement pourrait améliorer ma qualité de vie? Merci. Chaque soignant a son rôle bien particulier. Votre oncologue est spécialisé dans le traitement du cancer. Votre médecin de famille, lui, travaille en médecine générale. Ce sera la même chose avec votre équipe de soins palliatifs. Il s'agit d'une équipe multidisciplinaire, donc formée de différents professionnels, spécialisés dans l'atténuation de la douleur, l'augmentation du confort, la gestion des autres symptômes physiques ou psychiques. Et ça peut se faire à travers la prise de médicaments, mais aussi grâce à d'autres pratiques thérapeutiques, comme la massothérapie, la musicothérapie. On parle aussi de l'accompagnement des bénévoles, un suivi psychologique et spirituel. Le tout finalement pour créer un système de soutien pour que le patient puisse vivre le plus activement possible jusqu'à la fin et pour permettre à la famille et aux patients de passer
plus de temps de qualité ensemble et de créer de nouveaux beaux souvenirs. Donc on parle des bénéfices pour les patients, mais il y a aussi de grands bénéfices pour la famille, puisqu'en faisant partie à part entière de l'équipe, la famille a une meilleure compréhension de son rôle, un plus grand sentiment d'utilité, ce qui est important à cette période de la vie, puisqu'on est en perte de contrôle. L'une des plus grandes difficultés auxquelles la famille doit faire face dans l'observation de la maladie mortelle d'un proche, c'est de le voir souffrir. Alors, lorsque cette souffrance est atténuée ou est complètement sortie de l'équation, on a à ce moment-là un patient qui peut vivre le mieux possible jusqu'à la fin de sa vie avec sa famille, un temps de qualité. J'aime bien l'accent que tu mets sur ces éléments-là, parce qu'il y a plusieurs choses pour moi là-dedans. Il y a la notion que les soins palliatifs vont faire un travail pour garder la qualité de vie des gens au moment où ils en sont rendus dans leur évolution de maladie. Et ça, il n'y a que les patients atteints qui peuvent décider de ce qu'est la qualité de leur vie. Et d'ailleurs, des études ont montré qu'il y a eu une étude dans le New England Journal il y a peut-être 7 ans, je dis approximativement, qui a démontré, ça avait été fait chez les gens atteints de cancer de poumon, et que quand on offrait des soins palliatifs précocement, la qualité de vie, de toute évidence, était améliorée chez ces gens-là. Et, chose étonnante, la durée de vie aussi. Moi, j'ai l'habitude de dire, ce qui tue, ce n'est pas tant la maladie que la souffrance et la douleur. C'est une façon de dire que lorsque l'on apaise ça, il y a de l'espace pour la vie, grâce aux soins palliatifs. Je me posais la question, et c'est pourquoi je te pose la même question. Est-ce que nos enfants sont au fait de nos volontés au terme de notre fin de vie, en incluant les traitements que l'on pourrait accepter ou que l'on pourrait refuser? Vite comme ça, je te dirais que non. Je pense que de toute façon, on n'est pas très chaud à leur parler de ça. Puis ils ne sont pas très friands de ces sujets-là non plus. Je dirais non. Non, mais il faut dire qu'on vieillit relativement en bonne santé, Ouais. ce qui nous permet de continuer une vie active. Ça, c'est vrai. Mais je trouve aussi que nos enfants, là, ils ne nous voient pas nécessairement vieillir. Fait que quand je pense à des sujets comme ça, je me demande, est-ce que, dans le fond, ça presse? Est-ce qu'il y a un temps pour le faire? Selon moi, il n'y a pas de temps. C'est des circonstances qu'on doit privilégier. Bien, à ce moment-là, peut-être qu'il faut en créer des occasions, créer l'occasion pour que, dans le fond, nous, on y ait pensé comme il faut, puis qu'on le dise calmement, sereinement. Oui. Mais rendu à notre âge, il est sûr qu'on a des expériences de plus que nos enfants et qu'on a à côtoyer plus souvent des gens qui sont en difficulté au niveau de la santé et qui sont, dans certains cas, en processus de fin de vie. Bien, c'est peut-être pour toutes ces raisons-là que, dans le fond, on pourrait envisager dans les prochaines semaines de penser, oui, de les aviser, de se nommer à ce niveau-là. Mais moi, je demeure quand même avec quelques questions. Y a-t-il des thèmes, y a-t-il des sujets, y a-t-il des points à traiter particulièrement? Moi, je reste avec ces questions-là. Intéressant, cette discussion qu'on vient d'entendre. C'est des discussions que j'ai entendues moi-même et qu'on entend fréquemment. Quand doit-on parler de ça, des soins que l'on souhaite avoir vers la fin de notre vie? Quand doit-on parler de la mort? La réponse qu'on entend toujours, c'est jamais, parce que dans notre société, on éclipse la mort, on ne veut pas en entendre parler. C'est pas très glamour. Commencez, faites l'exercice dans
Ben là, en temps de pandémie, il n'y a pas de party, mais lorsque vous aurez des rencontres, commencez à parler de la mort. Vous allez voir que les gens vont vous trouver bizarre et ça va s'éteindre rapidement. Mais malheureusement ou heureusement, il faut en parler parce que la mort, ça fait partie, c'est une étape. C'est la fin de la vie, mais c'est une étape de vie. Hein? C'est comme le point avec la phrase. La phrase n'est pas complète sans le point. Et donc, moi, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles il faut parler précocement de ce que l'on souhaite comme soin. D'abord parce qu'on est des gens qui souhaitent pouvoir être entendus, c'est-à-dire la volonté que l'on a de recevoir tel ou tel soin, c'est important. Et je pense que dans notre société où l'autonomie est importante, d'être capable ou de savoir que nos volontés vont être respectées, ça, c'est important. Donc, si vous voulez que vos souhaits soient respectés, il faut en parler. La chose la plus importante, c'est d'en parler aux gens près de vous. Les gens votre famille, vos amis, pour qu'ils sachent ce que vous souhaitez comme soin ou ce que vous ne souhaitez pas. Également, il y a des façons de le notifier, c'est-à-dire de l'écrire. Il existe des directives médicales anticipées. Vous allez apercevoir les différents sites et ressources auxquels vous pouvez référer. Ce sont des formulaires déjà faits que vous pouvez compléter à travers une discussion que vous faites au préalable entre vous, avec les gens que vous aimez, et qui permettent de préciser certains soins. On appelle ça les directives médicales anticipées. On peut également discuter de nos volontés et savoir qu'on en parle à notre équipe soignante et tout ça sera inscrit dans notre dossier médical. C'est une obligation de respecter les directives médicales anticipées pour des équipes médicales. Donc, ça assure qu'on respecte vos volontés. En période de pandémie, ça a ajouté ou sensibilisé les gens, je crois. En pandémie, il y a des gens qui ne se croyaient pas en fin de vie. Et subitement, avec la maladie, ils sont devenus dans un état de situation précaire. Et certains ont dû être intubés. J'ai, moi, des collègues qui ont accueilli des gens dans les 60, 50, 70. J'en ai pas eu, moi, de collègues qui m'ont parlé de jeunes, mais de ces gens-là, c'est quand même pas vieux, 50 ans, et qui sont arrivés aux urgences, qu'on a dû intuber. On n'avait aucune conscience ou connaissance de ce qu'était leur souhait de niveau de soins, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils ne voulaient absolument pas. Ils se sont retrouvés aux soins intensifs dans une période où on avait besoin de soins intensifs, alors qu'eux ne souhaitaient pas nécessairement ce qu'on a su par la suite. Alors ça, c'est critique, c'est catastrophique sur le plan humain. Alors il faut éviter ça à nos proches, il faut être capable de s'organiser pour que nos volontés soient respectées, d'où l'importance de faire nos discussions avec nos proches et de parler de niveau de soins, de directives médicales anticipées. Tu parlais tout à l'heure, Louise, de différents sites sur lesquels on peut aller chercher justement ces formulaires. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Oui, certainement. On peut aller voir notre notaire. On peut faire notarier ce que moi j'ai fait, nos volontés. Si je ne suis plus capable de parler pour moi-même, je demande à telle personne de parler. Sinon, mes proches savent ce que je souhaite et ne souhaite pas. Je ne voudrais pas qu'on force mon alimentation. Je ne voudrais pas qu'on m'intube si on me gardait artificiellement en vie. Donc, tout ça font partie d'une approche de soins palliatifs de qualité et on le voit bien, ça permet d'éviter de l'acharnement. Et ça, c'est quand même important. Louise, une question que je me pose. Mettons, je remplis le questionnaire pour mes directives médicales anticipées. Je sais aujourd'hui ce que je veux. Aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que je vais vouloir au moment M. Il se peut très bien que mes besoins ou que mon avis change. Est-ce que je peux changer d'avis ou est-ce que parce que j'ai rempli ce questionnaire,
C'est une très bonne question, Yael. On peut changer d'avis n'importe quand. Ça, c'est important de le savoir, effectivement, que ce soit, évidemment, on peut rediscuter avec notre notaire, on peut rechanger nos directives médicales anticipées. Et tu as raison, on évolue, les choses arrivent dans notre vie alors qu'on ne les attendait pas nécessairement. J'ai en tête l'exemple d'une dame qui avait une fille unique. Et sa fille unique, elle était atteinte, la dame, d'un cancer avancé. Elle m'avait mentionné qu'elle ne voulait que des soins de confort, qu'on ne traite plus, par exemple, une pneumonie ou une infection pulmonaire sur son cancer pulmonaire. Et elle a changé d'avis en me disant, je veux qu'on me traite parce que ma fille, elle est à la toute veille d'accoucher et j'aurai ma petite fille, je veux voir ma petite fille. Et pour elle, ça avait pris tout un sens et elle n'avait pas vu ça dans sa ligne de vie avant que sa fille devienne enceinte. Et elle espérait pouvoir se rendre jusqu'à ce qu'elle puisse tenir dans ses bras. Pour elle, ça faisait du sens de voir sa petite fille. Et donc, elle a changé et on a traité son infection alors elle serait probablement décédée sur son infection pulmonaire avec son cancer pulmonaire. Puis je pense que c'est important d'ailleurs de vraiment souligner ça, c'est qu'en soins palliatifs, le patient a le contrôle. Oui, et c'est ce qu'on disait, hein, c'est selon le respect des volontés et ce sont des soins qui sont personnalisés à l'individu, mais l'individu, il fait partie d'une histoire et c'est le respect de cette histoire-là aussi. Ça fait maintenant 3 mois que ma sœur est décédée. C'est pas la première fois que je perds un être cher, mais là, c'est difficile. J'ai beau me parler, j'ai beau me changer d'idée, on dirait que je pense 24 heures sur 24. Je veux pas embêter mes proches parce qu'eux aussi, ils ont de la peine. Je veux pas en rajouter. D'habitude, c'est moi qui réconforte le monde, mais là, pas d'énergie pour le faire. Au département des soins palliatifs, où ma sœur est décédée, ils m'ont offert de l'aide aux endeuillés. J'hésite à m'embarquer dans ce processus-là parce que je veux pas prendre trop de leur temps. Il y en a peut-être qui en ont besoin plus que moi. Ouais. Est-ce que je devrais les appeler? Il est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide après le décès d'une personne proche ou d'un être aimé. Le travail de deuil peut être long et complexe et une écoute empathique pourra vous aider à faire le point, reprendre pied, penser à de nouvelles perspectives et puis à apprendre à vivre avec l'absence. Le soutien au deuil fait partie des soins palliatifs dans le sens où il est la continuité des soins et services offerts à la famille pour faire face au décès de leur être aimé. On le sait que ce qui va se passer avant le décès aura un impact considérable sur la façon dont ceux qui restent, les survivants, finalement, vont vivre leur deuil. Je vous invite à vous référer à la diapo où vous pouvez trouver les ressources nécessaires si vous avez besoin d'aide. En période de pandémie, on a eu de la difficulté à vivre certaines étapes. Je pense aux premières étapes face au décès à cause des contraintes de présence, les obstacles, les masques, tout ça. Est-ce que, pour autant, on va avoir des deuils plus compliqués ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quand même eu des services de deuil qui ont été offerts via les maisons, les unités de soins palliatifs? Mais
Les services de suivi de deuil ont été offerts d'une façon différente, évidemment, donc par téléphone, par visio, parce qu'effectivement, la pandémie a amené son lot de défis supplémentaires quant au deuil, et notamment lié au fait que beaucoup de rituels qui ont leur utilité et leur raison d'être n'ont malheureusement pas pu avoir lieu. D'accord. Et on peut faire ces rituels un petit peu plus tard, j'imagine aussi. Tout à fait. Et puis là encore, c'est vraiment, je pense que c'est très important de réaliser que c'est très personnel et que chacun va réagir d'une façon différente face au deuil. C'est pourquoi au début, je disais que c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide, mais peut-être que vous n'en aurez pas besoin parce que tout ira bien. D'accord. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que ce vidéo vous aura servi en termes d'information sur ce que sont les soins palliatifs. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site de la QSP ou sur les réseaux sociaux. Enfin, je voudrais remercier sincèrement la Maison La Source Bleue, tous les gens qui ont contribué à faire les clips pendant cette vidéo. Merci à Yael, qui a été bien présente également. Merci enfin à la Fondation communautaire du Canada et au gouvernement du Canada pour son soutien financier. Et merci à toi, Louise, pour cette vidéo, pour la présidence de la QSP et tout ce que tu fais au quotidien pour les patients et leurs familles. C'est un plaisir.